Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, on parle avec Jacinthe du référendum. Non, pas sur la souveraineté. Non, non. Comme vous le savez, Papa Legault, il a fait pipi gazette. Il a fait Moïse des 10 commandements face à sa demande d'immigration avec Justin Trudeau. Ben là, il menace avec le grand R le référendum, mais référendum sur l'immigration. On en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Ouais. Hey, le monde est tanné qu'on parle de référendum puis de souveraineté. Ben là, ça va être un référendum, mais sur d'autres choses. Ben Art oui. article de la presse d'aujourd'hui, en fait. Excusez pour l'image. J'ignore pourquoi ça bug comme ça. Imaginez-vous une face de François Legault puis de Justin Trudeau. Là. Je ne sais pas pourquoi l'image ne fonctionne pas sur l'article. Article de la presse. François Legault menace Justin Trudeau de tenir un référendum sur l'immigration. François Legault menace le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de tenir un référendum sur l'immigration s'il n'obtient pas satisfaction à ses demandes d'ici le 30 juin prochain. En gros, pour juste faire un petit rappel très rapide, Justin Trudeau avait promis à Legault une nouvelle rencontre officielle de leur part d'ici le 30 juin. Et bien évidemment, potentiellement avoir un plan ou une solution pour ce qui est de l'immigration massive au Québec, ou du moins l'arrivée des citoyens non permanents, bien évidemment. Fait qu'il attend il attend la réponse, mais autant Legault, je le trouve un peu con, majoritairement parlant, mais des fois, il est pas con à temps plein à 100%. Il se rend compte c'est un peu broche à foin comme gouvernement, puis il se dit « Ouais, je serais mieux d'avoir mon plan B », mais là, il sort carrément la bombe atomique, quasiment. Là. Ouais, ben c'est une drôle de sortie aujourd'hui. Il reprend un thème qui est de plus en plus populaire puis qui est dans le paysage médiatique presque à tous les jours. On parle de référendum beaucoup. Et là, il reprend le terme du référendum en disant, ben si le 30 juin prochain, lors de ma rencontre, ou si d'ici le 30 juin prochain, lors de ma rencontre qui est prévue avec Justin Trudeau, s'il n'y a pas de mesures concrètes pour régler la problématique d'immigration, ben, je pourrais faire un référendum. Ce qu'il dit, c'est est-ce qu'on fait un référendum là-dessus, sur l'obtention de nouveaux pouvoirs en immigration éventuellement? Est-ce qu'on fait un référendum plus large sur d'autres sujets? Ça va dépendre des résultats des discussions. Donc, il évoque la possibilité ou la menace de faire un référendum sur la question de l'immigration, mais peut-être aussi plus large sur d'autres sujets. Jacinthe, on parle du même homme qui a signé de sa main un document pour changer le mode de scrutin après qu'il se fasse élire puis il l'a pas fait. Hein? Ouais. Excuse-moi, mais ce gars-là n'a plus aucune crédibilité. Là, je brandis « Ah, va faire un référendum! » Il y a des précédents, mes chers amis, là, m'a dit comme l'expression anglaise, we got the receipts. Là, on a l'étiquette, là, on a les factures. Fait que, autant que je ne dis pas que c'est une impossibilité politique, mais simplement que niveau crédibilité, le go, soit c'est un move, comme tu dis, sorti de nulle part, désespéré, soit je ne sais pas trop quoi y penser. Personnellement, c'est un peu comme le poker. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il va le faire? Va-tu le faire par désespération ou par manque de solution? Parce qu'il ne peut pas déclarer l'indépendance. Sinon, il aurait l'air. C'est ça, il déferait sa coalition du jour au lendemain quasiment. Fait que il est entre l'arbre puis l'écorce, notre chef Frankie. Là. Ben, il y a deux affaires. D'une part, de brandir la menace référendaire sur une question d'immigration, c'est un aveu de faiblesse de la part de Québec face à Ben Ottawa, oui. d'avoir des leviers réels, puis une stratégie forte, une stratégie concrète pour réussir à négocier en notre faveur certains éléments en lien avec l'immigration. Quand tu es rendu que tu menaces de faire un référendum sur cette question-là, c'est un aveu de faiblesse suprême, je pense. Mais l'autre chose, c'est admettons qu'on avait un référendum sur la question de l'immigration, puis que les Québécois sont sondés là-dessus, puis admettons qu'on avait un résultat très fort, très parlant sur une question bien claire sur l'immigration. En quoi Justin Trudeau serait contraint de se plier à un résultat référendaire sur une question d'immigration? J'y vois même pas Non, comment c'est c'est un purement symbolique. levier. Ben, c'est symbolique, parfaitement, exactement. Exactement. Alors là, on va faire un exercice qui coûte
relativement cher pour un symbole, pour faire plier le premier ministre actuel, ministre fédéral actuel sur la question de l'immigration. C'est je comprends pas où la force dans cette stratégie-là, mais C'est ça. pour moi, C'est c'est son juste encore plus un aveu de faiblesse sur la question de l'immigration. Absolument, tu sais, on voit que le Québec est dans ses derniers retranchements pour sortir des excusez-moi, mais des gogosses comme ça, là. Tu sais, je dis pas que les référendums en soi, tu sais, c'est une pratique que, croyez-moi, je suis le premier à vouloir davantage de référendums dans plein de domaines, au municipal, dans plein d'autres trucs. C'est juste que c'est tellement peu utilisé, malheureusement, dans la politique québécoise, à part, surtout comme je disais, depuis 95, disons que le mot en R, on dit ce mot-là, puis on a quasiment un poil qui nous lève sur les bras, les Québécois, là. Hi, on a un petit courant d'air froid, un petit sentiment de sang-froid qui nous passe à travers le corps pour plusieurs. Mais c'est ça, on dirait que c'est un peu le vieux, certains diraient que c'est le vieux réflexe péquiste de François Legault, qui est un peu désespéré. On va sortir le référendum sur l'immigration, mais tu as absolument raison. Tu sais, Ah la ouais. seule manière que ça aurait un minimum de poids, même si c'est symbolique, ça serait passé avec une majorité écrasante, incluant un taux de participation écrasant. Parce que sinon, si par exemple, ça passe à 73 avec 63 de taux de participation, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais, je dis pas que c'est pas valable, mais en même temps, ça fera pas bouger les montagnes non plus, là. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, avoir de pas Hey. pouvoir c'est un peu sans vouloir faire de politique partisane, mais c'est un peu ce que critique Éric Duhaime, là. Tu sais, tu pas voulu faire d'alliance avec les autres gouvernements des provinces canadiennes pour tu sais, gratte-moi le dos, je vais gratter le tien. Tu te ramasses tout seul, puis là, tu es désespéré, tu sors des éventails comme ça. Ben là, je me dis: «Excusez-moi, mais tu es un peu victime de ton propre malheur, mon cher ami, là». Oui, puis de toute façon, continuons sur cette hypothèse-là qu'on a un résultat fort à un éventuel référendum sur une question ou des questions liées à l'immigration. Bon, là, on a nos résultats forts. Admettons qu'on a des résultats forts. Justin Trudeau n'est pas contraint de s'y conformer d'une quelconque façon. Admettons que Justin Trudeau fait comme, bah, soit, je reconnais qu'il y a une volonté générale, mais je bouge pas. Hey, là, t'imagines-tu la défaite pour Québec? On s'est poussé nous-mêmes dans nos derniers retranchements jusqu'à mettre en place une espèce de stratégie de relations publiques pour faire une démonstration de force par une consultation populaire, mais finalement, ça donnera rien. C'est un gros risque aussi si jamais Justin On Trudeau aura ne voulait pas bouger sur cette question-là. Là, tu sais, C'est fait qu'on. ça. En bon québécois, on s'est rendu sur le fer, là. Tu sais, Ben on là. n'aurait plus rien du tout, là. Mais écoute, moi, je me pose parce qu'il a pas expliqué nécessairement, je comprends que ça serait après le 30 juin s'il y a pas conclusion à cette histoire-là, mais quand est-ce qu'il ferait ça? Parce que là, on sait, les élections fédérales s'en viennent du moins dans la prochaine année et demie. Fait qu'il faudrait quasiment que ça se fasse avant. Parce que sinon, après ça, on tomberait, en tout cas, on assume avec un gouvernement Poilievre conservateur majoritaire si la tendance se maintient. Euh, est-ce que la menace du référendum sur l'immigration est retirée? Est-ce qu'elle reste là? Est-ce qu'on le fait, on décide de le faire un peu entre les deux, un peu avant les élections fédérales pour un peu rajouter un peu d'épices québécoises au narratif de la campagne? Tu sais, et où la stratégie derrière, là, tu sais? Puis autant que ce serait pas fou de le faire un peu avant les fédérales, puisque ça pousserait les politiciens à se positionner sur les enjeux d'actualité. Mais de l'autre bord, je me dis, ouais, mais si les conservateurs s'en viennent, tu sais, par définition, autant que Poilievre, c'est pas le Saint-Esprit, mais tu sais, par définition, tu vas avoir plus de, comme on dit, de moyens de moyenner avec les conservateurs qu'avec les libéraux présentement, question de l'immigration, là. Mm. Puis, tu sais, de toute façon, poussons l'hypothèse loin, là. La question de On pousse un matin, on ah pousse ouais, au ah fond. ouais. Tu sais, la question de l'immigration, là, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une pression forte sur le logement. Là, on a toutes sortes de visions différentes sur comment on peut résoudre les problématiques d'accès au logement, puis d'accès à la propriété, puis d'offres de logement. Puis bon, certains collent cette problématique-là plus à l'immigration que d'autres, mais si on va plus loin dans la question de l'immigration, sur les seuils d'immigration, veux-tu moins d'immigration temporaire, par exemple, là, notamment ce que plaide
François Legault, il dit qu'il faut diminuer le nombre d'immigrants temporaires parce que ça explose. On les enlève où et à qui? Et là, la guerre va pogner parce Ouais. que est-ce que les universités veulent moins d'étudiants temporaires, d'immigrants temporaires? Donc, la catégorie des étudiants, c'est des immigrants temporaires. Est-ce qu'on va dire aux universités québécoises, vous allez baisser de 10, 20, 30 le nombre d'étudiants que vous accueillez? Absolument pas, parce qu'ils sont extrêmement payants pour nos universités, les étudiants étrangers. Ils payent 5 fois les prix. Ils payent 5 fois les frais de scolarité que les Québécois payent. C'est une minorité de l'immigration aussi. Oui. Moi, je trouve, personnellement, moi, je ne comprends pas. Je comprends que ça en fait partie de l'immigration globale du Canada, mais sachant, moi, dans ma tête, la première immigration que tu ne touches pas, ou du moins que je ne considère pas comme un problème, c'est bien sûr les étudiants étrangers. Justement, ils nous rapportent du cash, c'est des brains, peut-être possiblement qu'ils vont rester ici. Donc, ça va être bénéfique pour nous autres d'un transfert de savoir d'une nation à l'autre. Puis ça, bien sûr, c'est eux autres qui vont décider. On ne les oblige pas à rester ici, bien évidemment. Puis ces gens-là, s'ils viennent jusqu'ici pour étudier, c'est qu'ils ont du cash. Tu sais, c'est que autant qu'ils vivront pas, peut-être pas comme Crésus, mais dans le sens que, tu sais, Ouais. par rapport à leur nombre, leur Ouais. pression sur nos systèmes et nos programmes sociaux, c'est des peccadilles, là. C'est Au pas contraire, c'est pas eux qui prennent les logements à prix modique, là. ben, c'est ça. Autant que oui, au niveau du logement, il y aurait peut-être de quoi à faire là. Sachant qu'on parle d'étudiants, c'est pas nécessairement ceux qui utilisent des maisons, bien évidemment, ils sont en logement ou en résidence scolaire. Mais à part de ça, moi, personnellement, je comprends pas pourquoi c'est dans le débat présentement de vouloir prendre moins d'étudiants. Mais non, au contraire, c'est eux autres que tu gardes en premier. Moi, c'est ceux qui causent le moins de problèmes. On parle vraiment de tout ce qui est le statut de réfugié, l'immigration illégale qui arrive par les aéroports, les gens qui décident de visiter puis qui s'en vont pas après. Fait que c'est ça. Je trouve que ça, c'est un peu spécial, là. Mais dans les immigrants temporaires, là, il y a les étudiants étrangers, on vient d'en parler, mais il y a aussi les travailleurs saisonniers. Donc, est-ce qu'on est en train de dire à tous les agriculteurs du Québec, est-ce qu'on est en train de dire à un paquet d'entreprises, dans un paquet d'industries, parce qu'il y en a des travailleurs étrangers temporaires, donc des immigrants temporaires qui viennent combler nos besoins de main-d'œuvre en immigration, en tourisme, en hôtellerie, en restauration, en soudage. On a plein de soudeurs qui viennent ici. On a vraiment des industries qui ne pourraient pas fonctionner, les usines de transformation de viande, d'abattage de porc, les usines d'abattage aussi de poulets, de dindes, tous ceux qui ramassent les poulets, les dindes, qui mettent ça dans des gros camions lourds pour partir des endroits où ils sont élevés, puis là où ils vont se faire abattre dans les abattoirs. Tout ça, c'est des industries qui fonctionnent en grande, grande, grande partie grâce aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, tu sais, de prendre la grande question de l'immigration temporaire puis de dire, hey, il faut qu'on ait un meilleur contrôle, il faut resserrer le nombre d'immigrants temporaires qu'on reçoit, c'est d'occulter complètement la question de à qui on va dire qu'ils doivent se priver de ces travailleurs-là ou de ces étudiants-là. Donc, là, on est rendu à enlever les... Bon, fait que là, on ne touchera pas aux étudiants étrangers. Non, non, OK. On ne touchera pas aux travailleurs étrangers temporaires. Ah, OK. Fait que finalement, qu'est-ce qui reste? Les demandeurs d'asile. On revient encore à la question des demandeurs d'asile. Les illégaux. Excusez-moi, les irréguliers. Mais il reste que les demandeurs d'asile, sur 590 000 immigrants temporaires qu'on a actuellement, la majorité sont des étudiants étrangers ou des travailleurs étrangers temporaires. La majorité, ce n'est pas des demandeurs d'asile. Il y en a, mais il reste que si on gratte, puis on creuse, puis on découpe, on se rend compte que la problématique est beaucoup plus complexe que de simplement dire qu'il faut baisser les seuils. Donc, de dire qu'on va faire un référendum, on va sonder la population, voulez-vous qu'on réduise les seuils? Attends une minute, là. Est-ce que tout le monde est prêt à vivre avec les conséquences de ça? Qu'il y a des abattoirs qui vont fermer, qu'il y a des fraises qui ne se ramasseront pas puis qui vont pourrir dans les champs? Notre offre alimentaire va nécessairement, notamment en alimentation, là, mais notre offre alimentaire va nécessairement être transformée complètement parce que l'offre va baisser, les pertes vont augmenter, le coût, la pression sur les coûts de la nourriture va monter, la pression va monter puis va faire monter les coûts de nourriture. Est-ce qu'on comprend tout ça? Est-ce qu'on est prêt à exposer tout ça? Ou on fait de l'espèce de populisme de dire, hey, nous autres, on va faire un référendum, on veut rapatrier le pouvoir en immigration? Ben, la question se pose, Jacinthe, va-t-il y avoir une campagne référendaire? Puis encore là, la question, elle va-tu être précise? Elle va-tu être un paragraphe et demi comme en 1980, mais sur l'immigration? Parce qu'on le sait, tu le sais bien, c'est une question, on le voit, très complexe.
Parce que autant que, justement, tu as un entrepreneur de la Beauce, lui, bien évidemment, il ne veut pas que le Canada ou le Québec ait plus d'immigrants que ce qu'on est capable de recevoir. Mais de l'autre côté, il n'y a pas le choix, justement, de travailleurs étrangers, de travailleurs saisonniers pour l'aider dans son entreprise. Fait qu'il est comme entre l'arbre et l'écorce, là. Ben ouais, ben ouais. Hey, il est contre qu'on en ait trop, mais c'est pas tout oui, tout non, que vous en voulez pas pantoute, vous en voulez trop, là, tu sais. C'est Fait que ça. En fait, on veut que les autres en aient moins. On veut qu'il y en ait moins pour réduire la pression sur nos services, notre offre de logement, tout ça, mais on veut que ce soit les autres qui fassent le sacrifice d'en avoir moins. On ne veut pas être affecté comme université ou comme employeur ou comme industrie. Mais c'est pas de même que ça marche. Ben, autant qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a un débalancement au niveau de l'immigration au Canada. On voit vraiment que le Québec en reçoit et en accueille beaucoup, beaucoup plus comparativement aux autres provinces canadiennes, vu Les voyons, demandeurs d'asile. notre frontière plus proche avec la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. C'est majoritairement là que ça passe. Autant que le chemin Roxham a été fermé, mais à ça, c'est rendu les aéroports qui sont les nouveaux points d'entrée. Puis c'est ça, disons que l'Ouest canadien est beaucoup moins attractif, à part peut-être la Colombie-Britannique, vu qu'ils sont sur la côte ouest, que pour de la nouvelle immigration à ce niveau-là. Fait que je pense qu'il y aurait carrément une redistribution qui serait nécessaire. Mais encore là, comme tu le dis, comment en faire? Mhm. Parce que, tu sais, il faudrait bien sûr faire des deals avec les on peut pas, on peut pas faire comme Ron DeSantis puis prendre des autobus puis les envoyer dumper les immigrants à Martha's Vineyard comme il a déjà fait il y a plus d'un an. On peut pas arriver puis en dumper en Saskatchewan sans demander au gouvernement saskatchewanais. Fait qu'il faut vraiment avoir des ententes pour dire, OK, vous autres, vous allez en prendre 50 000, vous autres, vous allez en prendre 15 000. Mais encore là, c'est un peu plate, mais ça va être compliqué parce qu'encore là, comme tu dis, lesquels qu'on renvoie, ceux qui sont là depuis un nombre de temps limité, ceux qui viennent d'arriver, il va falloir que ça se fasse aléatoirement parce qu'il y en a trop. C'est tough parce qu'à un moment donné, il faut trancher quelque part, puis il faut que la job se fasse. Puis on comprend qu'on parle de vie humaine, mais non pas de marchandises ici, C'est mais ça. c'est là que c'est touché. Puis on ne veut pas être inhumain, mais tabarouette, ils seront pas mieux chez nous si on n'a plus de cash pour justement les loger, les soigner, les éduquer. Fait que c'est pas une question de ne pas les avoir. Puis je comprends que derrière ce discours-là, il y a un peu de fond de xénophobie et de racisme, comme dans n'importe quoi, mais on est au-delà de ça. Là. On est au-delà de ce débat-là. Là. C'est vraiment une question, c'est pas une question de couleur de peau, c'est ça. C'est vraiment capacité d'intégration. Mais moi, avant toute chose, avant le référendum sur l'immigration massive, puis pour ce qui est du sujet de la francisation, ben, j'aimerais bien que le Québec utilise 100% de l'argent que le fédéral lui envoie par année pour franciser les immigrants. Ouais. Parce que Claire Sanson nous l'a clairement avoué avec son rapport il y a quelques années que, je ne sais pas si c'était du 15, 20, 25% le quart, le cinquième ou le quart de l'argent que le fédéral nous envoie en francisation, on le dépense en francisation. C'est la même chose que quand le fédéral, durant la pandémie, nous avait donné de l'argent pour installer des filtreurs à air dans les écoles. On a pris cet argent-là, on ne les a pas achetés. On a mis des détecteurs de qualité d'air. Ça va tout. Du jour au lendemain, ça change tout. Hein? Ouais. Donc, on se demande où c'est que le reste de cet argent-là est allé. Dans le néant distordu ou dans sûrement le Santé Québec, on ne sait pas. On ne saura sans doute jamais. Mais non, c'est ça. C'est très touché comme sujet. Oui, puis on resserre les règles d'apprentissage du français. Là, on veut que tout le monde se débrouille à l'intérieur de 6 mois. Mais pour la francisation, les cours de francisation arrêtent l'été. Donc, si tu es arrivé au printemps puis que tu as quelques mois de cours de francisation, l'été arrive, il n'y a plus de cours de francisation, le 6 mois passe, puis tu n'as pas nécessairement eu 6 mois de cours de francisation. Les cégeps ont des sessions d'été, mais la francisation au Québec en a pas. Ça, non. Sérieusement. Je comprends que le nombre de linguistes et de profs de français doit être quand même limité, mais quand même, je me dis, c'est ça, la question se pose. Fait que notre offre de service de francisation n'est pas optimale. Fait qu'on ne peut pas s'attendre non plus à resserrer nos règles de francisation si on n'a pas une offre optimale. Puis l'autre chose, tu sais, juste dans le comté de Portneuf, par exemple, les cours de francisation se donnent à Donnacona. Toutes les autres municipalités autour, les personnes immigrantes doivent se déplacer jusqu'à Donnacona pour suivre leurs cours de francisation parce que ça se suit en personne, ces cours-là. Il y a une composante importante de culture, une composante importante de créer des relations avec les étudiants, donc ça ne se fait pas à distance. Donc, quelqu'un qui est à Saint-Raymond-de-Portneuf ou quelqu'un qui est à Saint-Ubalde ou quelqu'un qui est à Deschambault, ben, il doit se déplacer jusqu'à Donnacona. Peut-être que ces villes-là, ça ne vous dit rien, ça ne dit pas quelque chose à tout le monde,
monde, mais c'est énormément de territoire à parcourir pour des personnes qui sont souvent nouvellement arrivées sur le territoire, donc qui n'ont pas accès nécessairement à un véhicule automobile, qui n'ont pas accès nécessairement au transport en commun s'ils sont en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. Et c'est le cas pour les travailleurs étrangers temporaires, sont en zone rurale, ils n'ont pas accès au transport en commun, mais les écoles de francisation en milieu rural, ils sont concentrés dans une grande ville, puis ça doit drainer un grand territoire, plusieurs kilomètres carrés, sans offre de transport. Bref, notre offre de francisation n'est pas optimale, mais en même temps, on est là qu'on serre les règles, on serre les règles. Puis quand je vois dans ces articles-là des sorties que François Legault fait sur l'importance de mettre de la pression sur Ottawa parce qu'on veut resserrer nos critères de francisation de nos personnes immigrantes, les immigrants temporaires particulièrement, oui, je veux bien croire là, que on doit adresser les enjeux d'apprentissage de la langue française pour les immigrants. Il reste qu'il faut regarder notre offre, l'optimisation de notre offre avant de resserrer les critères. Puis là-dessus, ben, c'est sûr que Ottawa nous regarde puis est bien au fait de ça. Donc, comment on peut avoir le maximum de crédibilité dans nos revendications si on dit, hey, nous autres, on va avoir le plein contrôle sur la francisation, puis on veut exiger plus de nos personnes immigrantes, même les immigrants temporaires, on veut exiger plus en français. Avant d'exiger plus en français, qu'est-ce que t'offres? Oh, là, on regarde le portrait. Il y a beaucoup d'améliorations déjà à faire en ce moment pour augmenter la francisation sans même qu'Ottawa ait à s'en mêler. Il y a déjà des choses qu'on doit faire, qu'on peut faire, puis qu'on ne fait pas. Mais bon, c'est des beaux spectacles aussi de relations publiques. Hein? Ça paraît bien de dire qu'on est tellement préoccupé par certains enjeux que là, on va faire un référendum, puis on va faire ci, puis on menace Ottawa, mais finalement, on est dans des games d'apparence. Puis moi, c'est quelque chose que je dénonce tout le temps, beaucoup, parce que on est en mode désespération. Là. On lance tout au mur, puis on espère qu'il y a une affaire qui colle. J'ai l'impression que c'est ça. Là. Ouais. Ça semble plus vraiment ça qu'une position de force, que nous allons défendre les intérêts du Québec. Là. On n'est plus là. On est dans les solutions de fond de tiroir, là, ou dans les grandes illusions, comme dirait l'autre. Là. Reste à voir, quel avenir va nous le dire si notre cher François Legault est un bon joueur de poker, s'il s'est bluffé ou s'il est capable de mettre sa menace à exécution. Perso, autant que ça serait intéressant à voir, parce que, écoutez bien, des référendums nationaux autres que sur l'indépendance, ça serait un petit côté, peu importe sur quoi, c'est déjà rafraîchissant, parce que les derniers datent d'une éternité. Même, je pense qu'il n'y en avait pas eu depuis que je suis né. Fait que, c'est assez spécial. Non, mais là, de toute façon, si on a des référendums à tenir, j'espère que ce n'est pas la première question la plus urgente sur laquelle on doit consulter les citoyens en ce moment. Là. En effet. On a promis un médecin de famille à chaque Québécois. On est encore au même statut. On est au même taux de médecins de famille, de Québécois sans médecin de famille au Québec. On est au même taux que du temps des libéraux. Le taux de Québécois qui a un médecin de famille, pas assigné à un GMF, là. Hein, on en a déjà parlé. Mais comme toi, Jacinthe. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas avoir un médecin de famille. Mais le taux de Québécois qui n'a pas de médecin de famille est demeuré le même sous la CAQ que sous les libéraux, si on exclut leurs fameuses mesures pour essayer d'abrier ça, là, d'assigner des Québécois à des cliniques médicales. Là. Ouais. On en a parlé avec Karim que de moins en moins de nouveaux étudiants qui sont en médecine s'en vont vers omnipraticien, je venais pas l'avoir, et médecine familiale, parce que justement, ils préfèrent davantage être spécialistes pour, disons, se donner plus, en tout cas, entre guillemets, pour que la vie soit un peu plus facile pour eux autres. Puis c'est pas tout. Disons qu'il y a une aura un peu nauséabonde, un peu, ou du moins au niveau, pour plusieurs, au niveau de la médecine familiale, là, avec les problèmes qu'il y a, puis les cliniques sans rendez-vous, puis c'est ça. C'est plus ou moins faux, sachant que Karim, on en a parlé quasiment pendant 1 heure de temps il y a quelques semaines. Mais non, c'est ça. Il y a un changement de pratique, il y a un changement de mentalité qui se fait via les nouvelles générations de médecins au Québec. Puis personnellement, je les comprends. Si tu as un peu de lucidité, puis si tu as assez de cerveau puis de matière grise pour faire un doctorat en médecine, tu te rends compte aussi à un moment donné que le système n'est pas parfait. Là. Surtout en plus qu'il y en a de plus en plus qui s'en vont au privé aussi. Ouais. Et que même le Doc Lacroix, les cliniques Lacroix à Québec nous disent, écoutez, on a des listes d'attente, pas de clients, de médecins et de spécialistes qui veulent se faire engager par nous autres. Ou ça, c'est ceux qui restent au Québec, également ceux qui ne sont pas déjà partis dans une autre province. Fait que, non, il y a beaucoup de problèmes à régler. Là. La dette, le déficit.
Ouais. On fait un référendum sur la dette, sur notre capacité à notre capacité ou notre tolérance au risque et à l'augmentation de la dette, notre gestion du Fait déficit? Ça, êtes-vous c'est-tu êtes-vous important? prêts? Souhaiteriez-vous que nous coupions 50 000 fonctionnaires? Mais tu ne permets pas aux fonctionnaires de voter sur ce référendum-là. Je pense qu'on serait surpris du résultat. Le mode de scrutin, c'était quand même un Ouais. engagement de la coalition Avenir Québec de revoir le mode de scrutin qui prétend que finalement c'est plus une priorité. Question Bref, intellectuelle, ça. Hein? oui, c'est ça, c'est ça. Ben, là, ils sont tellement en baisse dans les sondages que peut-être qu'ils vont commencer à reconsidérer, hein? Peut-être qu'ils vont Imagine, calculer que il y ça a comme ferait leur une affaire. ligne. Il y a comme une ligne, mettons, en bas du 20 tout d'un coup. Ah, Oui, le mode du scrutin est intéressant oui, au-dessus du c'est 20 ça. Finalement, c'est pas si important que ça. Avant de partir là, Ah. avant de partir de notre deuxième mandat, on réalise que, ouais, peut-être il faudrait le faire. Imagine ça arriverait, là. Tu sais, juste pour envoyer un gros, excusez-moi, un gros fuck you au PQ. Là. Tu sais, tu changes le mode de scrutin juste avant pour justement qu'au lieu d'avoir 11 députés, tu restes autour, mettons, peut-être d'une 20, une trentaine. Là. Je dis ça purement par hasard. J'ai aucune idée du réel nombre. Mais pour vraiment aplanir justement le vote du PQ puis se garder une marge de manœuvre. Hey, ça serait. Si notre mode de scrutin changerait pour cette raison-là, purement temporelle et électoraliste d'une élection, ça serait. Ah, ça en dirait beaucoup long sur le monde politique, disons. Mais je pense pas que ça va Ouais. arriver, là. Non, C'est ça. je pense même pas qu'on va avoir, un référendum sous la CAQ, sur aucune question, là. C'est un épouvantail qu'on agite pour essayer de montrer aux gens qu'on a un autre levier si jamais Justin Trudeau ne propose rien de satisfaisant. Mais dans les faits, il devrait s'allier avec les autres premiers ministres des autres provinces, commencer à travailler avec le Conseil de la Fédération sur certaines questions claires, spécifiques, où est-ce qu'il va y avoir des lieux de rassemblement entre les premiers ministres des provinces au sein de la Conseil de la Fédération, puis finalement faire des coalitions, puis aller faire face à Ottawa avec des réelles problématiques, des réels enjeux, des réelles propositions, puis des réels leviers surtout, plutôt que d'agiter comme ça des menaces qui ont pas de poids finalement, puis qui font juste nous faire perdre en crédibilité, j'ai l'impression, face à Ottawa. Que dire de plus? Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour parce que sérieusement, regarde, l'avenir nous dira si on aura eu raison ou pas. Je suis curieux de voir comment ça va jouer, mais comme moi aussi, j'embarque avec toi là-dessus, que je pense que ça va être vraiment un bluff, puis c'est uniquement un genre de attention, grand méchant loup, puis finalement, ça va faire grosse pancarte, petit magasin pour ce qui est de notre cher premier ministre. Mais regarde, qu'il nous surprenne, Oui, c'est ça. nous observerons, bien Ouais. évidemment. Merci beaucoup, Jacinthe. Super intéressant. Merci, On se Joey. revoit la semaine prochaine pour tout le monde. Sinon, nous autres, on se revoit demain pour un autre épisode dans toute liberté. Bonne journée, tout le monde.